Vous écoutez Le Deuil, rendre visible ce qui nous manque. Un podcast des Invisibles, produit et réalisé par Enora Soriano et Eva Janus. Après la mort d'un proche, il faut faire son deuil. Dans le langage courant, ça veut dire cicatriser de la douleur et passer à autre chose. Mais si le temps panse les plaies, le deuil reste souvent cicatrice. Une marque que certains enfouissent et que d'autres embrassent. Car il n'existe pas une façon d'être en deuil, mais autant que de personnes qui le vivent. Dans certains gestes, certains objets, certains choix, ils décident de faire revivre le souvenir de ceux qui leur sont désormais invisibles. Dans ce podcast, on a voulu comprendre pourquoi et comment chacun entretient le souvenir de ses défunts, voire maintient des relations qui dépassent la rationalité. Pour cela, je suis allée rencontrer Octra, à Rennes. À 30 ans, elle a connu de nombreux deuils qui l'ont fait évoluer et ont marqué sa réflexion. Pour moi, c'est important de maintenir le souvenir parce que déjà, ça fait partie du deuil. Pour moi, parler d'une personne qui est décédée, c'est l'inscrire dans la matière. Et plus j'en parle, plus je me sens mieux, plus j'accepte cette fatalité. En 2020, elle décide de faire revivre le souvenir de sa grand-mère maternelle, Mariette, dont personne ne parlait, comme si elle n'avait jamais existé. J'ai réalisé un documentaire sur ma grand-mère maternelle que j'ai jamais rencontrée, donc parce qu'elle est décédée en 86. Mes oncles et tantes avaient l'impression de nous en parler, mais non, on sentait bien qu'on n'avait pas de grand-mère. Les vieilles générations, elles sont peut-être un peu dans ce truc-là de si on parle trop d'une personne, ça veut dire qu'on est bloqué, qu'on tourne pas la page, donc il faut arrêter d'en parler. Mais non, pas du tout, au contraire. Et effectivement, quand mon documentaire est sorti, déjà, ça a libéré énormément de tensions. Mes oncles et tantes, tout le monde dans la famille a chialé. Et puis, enfin, on a parlé de Mariette. Baptiste, lui, n'a jamais eu affaire à ce genre de tabou. Il y a 4 ans, sa mère, Sylvie, est décédée d'un cancer alors qu'il avait 22 ans. Et quand je demande à Baptiste comment sa famille appréhende le souvenir et si la parole y tient une place importante, voici ce qu'il me répond. J'ai vraiment l'impression de la faire vivre au travers de l'entretien de la famille. Parler d'elle avec mes cousins, faire vivre la personne qu'elle était et ce que je pense qu'elle était, c'est-à-dire que du positif, au travers de ma parole. Comme c'est quand même une pierre angulaire de notre enfance, on est obligé un peu de parler d'elle, enfin elle est vraiment pas tabou. On la mentionne, mais comme un membre normal de la famille. Je parle de ma sœur, je parle de ma mère, mais je vais pas vraiment parler d'elle comme quelqu'un de mort. Oui, je vais parler d'elle comme elle faisait ça. C'est vrai que je parle au passé, mais il n'y a pas toute la lourdeur derrière, tout le poids du fait qu'elle est décédée. Toujours quand même un fond diffus de tristesse, mais on ne parle pas vraiment du deuil. Je ne pense pas que ce soit un tabou, je pense que c'est juste une décision qu'on a, plus ou moins consciente, de l'évoquer en tant que personne vivante, quoi. Pourtant, parler n'est pas la seule manière de se rappeler. Dans la famille de Léa, le souvenir s'accroche d'abord aux objets. Donc mon père était musulman, et dans la religion musulmane, il y a une période de 40 jours après le décès où l'âme du défunt reste sur terre, il a ses trucs à régler, nanana. Du coup, avant la fin des 40 jours, il faut que toutes ses possessions matérielles elles aient été distribuées et qu'il n'y ait plus rien qui soit à lui et qu'il le retienne sur terre. Du coup, il y avait cet impératif-là de se débarrasser de toutes ses affaires hyper rapidement. Et du coup, tout le monde se tournait vers moi en disant « Est-ce que je peux avoir ça ? Est-ce que je peux avoir ça ? Est-ce que je peux avoir ça ?» Et du coup, dans ce truc de vouloir satisfaire tout le monde et de devoir faire les choses bien, je me suis débarrassée de plein de choses que peut-être maintenant je regrette d'avoir donné autant. Et c'est vrai que j'ai été la première, donc c'est moi qui avais priorité sur ce que je voulais garder, mais j'étais plus dans un état d'esprit de je vais pas faire un musée à la mémoire de mon père. Et du coup, je pense que dans ce mouvement-là, j'ai pas gardé beaucoup. Et maintenant qu'on est à 1 an après, je me dis j'étais peut-être conne. Et en même temps, je sais que c'est des choses qui font plaisir à d'autres gens et que tout le monde a un objet par lequel peut se rappeler mon père. Et que moi, j'en ai aussi, en vrai. La seule que j'ai gardée, qui peut-être avait un peu plus de valeur, c'est une boucle d'oreille que j'ai. Et celle-là, oui, parce que c'était une part de lui qu'il portait tous les jours. Il en avait 3, donc il y en a une pour moi, une pour son frère et sa sœur. Il est mort avec, donc elle a été enlevée de son corps, et je l'ai, genre le matin même, et je l'ai portée, je l'ai mise l'après-midi, et je l'ai plus jamais enlevée.
Pour Octra, c'est dans le rêve que le lien avec les personnes qui ne sont plus perdure. Elle explore depuis très jeune ce qu'elle appelle ses capacités médiumniques. Moi, je rêve souvent de mes morts. Il y a beaucoup de médiums et d'autres gens qui croient en cette vie après la mort, ou en tout cas en ce monde subtil, qui sont persuadés qu'effectivement les gens décédés viennent nous donner des messages dans nos rêves. Et c'est vrai que moi, quand je rêve de mes morts, mes rêves sont très réalistes, je m'en souviens tout particulièrement, et il y a vraiment une discussion entre eux et moi qui est très rationnelle. Ils savent qu'ils sont décédés. Par mes rêves, je peux me dire « Ah tiens, ils ont peur ». Ils sont bien, ils sont à tel endroit ou parce qu'ils me donnent des informations. Pendant la création de son documentaire, c'est son grand-père, mort 6 ans auparavant, qui la guide dans son travail. Mon grand-père, la première fois qu'il est apparu dans un de mes rêves, c'était grande tablée familiale et lui il était en bout de table et il me regardait comme ça un peu du coin avec un petit sourire de coin. Et là, tout d'un coup, je me rends compte qu'il est là, j'ai la peur parce que je me dis, bon papa Yves, il est mort, qu'est-ce qu'il fait là ? J'allais commencer à le dire à tout le monde, regardez, il y a bon papa Yves au bout de la table. Et en fait, il me stoppe, il me dit de venir vers lui, donc je me lève et je viens vers lui et il me dit, pas besoin de dire à tout le monde que je suis là, il y a que toi qui me vois, et il y a que toi qui peux me parler. Et en fait, il est revenu plus tard, dans plusieurs rêves, pour m'indiquer le chemin à suivre dans l'enquête, dans mon documentaire. Il me disait, il faudra que tu ailles là, il faudra que tu poses telle question à telle personne, vas-y. Enfin, c'était dingue. Après, il me disait, il faudra que tu ailles dans telle armoire, que tu regardes dans tel tiroir, tu vas trouver telle pellicule. Et jusqu'à un dernier rêve où il me dit, cherche, trouve. Mais je savais pas quoi chercher. Et en fait, c'est trop pour moi. Et dans la vie réelle, j'en ai eu trop marre. Et je leur ai dit, j'ai parlé à voix haute. J'ai dit, bon papa, bonne maman, c'est quoi le message, quoi ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment me faire comprendre ? Parce que ça me tue de vous parler dans mes rêves, d'être si proche, et de quand je me réveille, je me rends compte que vous êtes mort. Et ça m'a émotionnellement un peu usée. Je crois qu'ils ont bien compris. Et j'ai plus jamais revu mon grand-père et ma grand-mère dans un rêve. Nombreuses, très nombreuses sont les personnes qui continuent à créer et à explorer, de manière souvent inventive, des rapports avec leurs morts. Vinciane Després, Au bonheur des morts. On dit souvent que le 31 octobre, la barrière entre les vivants et les morts est très fine. Et donc je pars en forêt. Avant cette balade, j'avais mis des photos de mes ancêtres, de ma grand-mère sur mon autel. Et donc voilà, sur mon autel, il y avait des bougies, tout ça. Mais quand je suis partie faire ma balade, j'avais bien fait attention, me semble-t-il, à éteindre toutes les bougies. Et quand je reviens de ma balade, au niveau de ma porte d'entrée, je reçois un message d'une de mes tantes qui me dit « Je sais que tu travailles sur un documentaire sur ta grand-mère. Je pense bien à ma tante en ce jour de la Toussaint. » Et en même temps que j'ouvre la porte, que je retire mes chaussures, machin, je lui réponds. Je finis le message par un emoji colombe et emoji bougie. Et au moment où je clique sur l'emoji bougie, je te jure, une des bougies que j'avais dû oublier d'éteindre met le feu à une petite plante séchée. Cette petite plante prend feu, quoi, tout d'un coup. Bon, alors là, j'ai lâché mon portable, j'ai couru, j'ai tout mis dans l'évier, voilà. Mais vraiment, là, ça m'est venu comme un message très clair de ma grand-mère qui me disait « Quand tu sors quelque part, réfléchis et regarde à 2 fois si t'as bien éteint les bougies, quoi. » Elle aurait pu mettre le feu à ce truc-là bien avant, quand j'étais pas là. Ça aurait fait brûler tout l'immeuble. Ça aurait été une tragédie sans nom. Mais non, cette bougie, elle a comme attendu. Et ouais, là, le message, il était hyper clair. Si certains sont déjà ancrés dans la spiritualité, d'autres découvrent la leur, confrontés à la mort. C'est le constat fait par Vinciane Després dans son livre « Au bonheur des morts ». Dans notre société de plus en plus rationaliste, on attend des morts de disparaître du quotidien. Dans les faits, personne ne vit son deuil comme ça. Baptiste en fait l'expérience. Moi qui suis pas très spirituel, j'ai quand même fini par avoir des petits rituels, notamment quand je rentre chez mon père, systématiquement, je passe quelques minutes dans le jardin où il y a ces cendres qui ont été éparpillées. Puis même, il y a une sorte de pierre tombale, avec des fleurs, tout ça, et c'est quelque chose d'assez important pour moi, qui, oui, est de l'ordre de la spiritualité, je pense. Mon père, lui, dans le salon, il a réuni toutes les photos de ma mère, et voilà, il les a disposées sur un même mur, donc ça fait un peu un mur hommage quand on rentre chez moi. Ça peut faire quelque chose aux gens quand ils rentrent. Et en même temps, comme c'est que des photos joyeuses, où ma mère sourit, ou ma mère fait ci, ma mère fait ça,
Je pense que ça rend bien hommage et ça fait rappeler que c'est quelqu'un de très joyeux et ça rend joyeux, je pense, ensuite en un deuxième temps. Je suis très content que mon père ait fait une stèle. Je pense quand même que cette stèle, elle est pour nous et que quand on disparaîtra, tout disparaîtra et que c'est le bon moment pour disparaître. Il y a un héritage que j'ai eu de ma mère. C'est une assez grande somme d'argent, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. C'est quelque chose que je ne considère pas comme dépensable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gens qui me disent mais t'as toujours cet argent, tu peux l'utiliser. Et je le vois vraiment pas comme une possibilité, tout simplement parce que je le vois un peu comme une émanation de ma mère. C'est comme si un peu elle me surveillait via cet argent, ou alors qu'elle était cet argent, je sais pas. Et je l'ai pleinement réalisé, la dimension spirituelle de ça, il y a quelques temps, puisque j'ai une amie d'enfance que ma mère a énormément connue, qui m'a demandé de l'argent. Et là, pour le coup, ça m'a paru complètement évident. Elle, particulièrement, je me disais, comme si je permettais à ma mère de l'aider, ou quelque chose comme ça, comme s'il y avait, je créais un lien entre cette amie d'enfance et elle, alors qu'elles se sont beaucoup connues, quoi. Les manières de se souvenir ne restent pas non plus figées dans le temps. Après 7 mois de deuil, Léa ne voit plus du même œil les objets ayant appartenu à son père. Les premiers mois qui ont suivi son décès, moi j'avais porté ses vêtements tous les jours. Donc j'étais tous les jours habillée avec des vêtements de mon père. Je voulais me sentir proche de lui, toujours l'avoir sur moi. J'avais un collier sur lequel il y avait 3 pendentifs qui étaient à lui. J'avais donc ses t-shirts, son pantalon, ses pulls que je mettais tous les jours. Mais je me souviens plus du déclic de quand j'ai arrêté de le faire et de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'était en juillet, parce que j'étais censée signer ma succession en juin chez le notaire et j'ai pris rendez-vous chez le notaire pour aller le faire. Et au rendez-vous de la signature, j'ai pas pu signer. Et je me suis dit que je m'en sortirais jamais si je restais dans ces mécanismes-là. Et je me sentais étouffée partout et donc j'ai tout enlevé. En fait, il n'y a pas un jour où je suis pas avec lui. Il n'y a pas un jour où je ne rentre pas dans la morgue et où je le vois pas allongé sur le lit. Et ça me prend déjà beaucoup d'énergie. Et je me verrais pas avoir encore plus un truc sur moi qui me renvoie automatiquement direct à la morgue alors que j'y vais déjà toute seule tous les jours. Et j'aimerais bien, peut-être que dans 5 ans, j'y retournerai plus et ça sera super. Que ce soit pas un souvenir qui me fasse mal, mais plutôt de me souvenir de lui et de ce qu'il était et de tous ces beaux moments qu'on a eu ensemble. Et oui, bien sûr, il y a des souvenirs heureux et j'y pense souvent. Et c'est plutôt ça que j'ai peur d'oublier. Il y a un truc que j'aime énormément, c'est qu'il chantait beaucoup et il y a beaucoup de vidéos de lui qui chante. Et ça, j'en ai plein. Et ça, c'est le truc le plus précieux que j'ai. Mais que du coup, tout le monde a aussi et qui n'est pas matériel. Mais c'est un peu une chance. J'aimerais bien faire un travail pour réécrire les souvenirs que j'ai avec mon père de avant. Mais je me suis pas encore penchée sur ça. Je pense que le souvenir de mon père, il est important pour moi en premier et pour les gens qui le connaissent. Mais il est aussi important pour les gens qui vont rentrer dans ma vie et qui le connaîtront pas. Pour mes enfants, qui le connaîtront pas non plus. Et pour les générations d'après. Et je pense que dans ça, j'aimerais qu'on retienne tout le bien qu'il était, toutes les choses merveilleuses qu'il a fait, et qu'on le retrouve, et que ceux qui viennent après lui le connaissent. Pour Baptiste, le deuil a ouvert une porte vers ses émotions et sa spiritualité qui ne cesse de grandir et de l'étonner. Et sa mère l'accompagne sur ce chemin. Il m'arrive parfois de m'imaginer justifier mes choix face à elle en me disant bah oui, mais tu vois, c'est une bonne chose. Et m'imaginer l'avoir convaincu de ça, ça me rend un peu plus heureux. Donc j'ai un peu deux juges, j'ai moi et ma mère. Récemment, j'ai fait un site web dont je suis assez fier et je m'imaginais ce qu'elle en penserait. En fait, je pense que c'est assez facile parce qu'elle a toujours été très fière de moi, très à se vanter auprès de ses amis. Et donc je pense que c'est un espèce de gain d'ego quand ça va pas, de s'imaginer dans l'au-delà se vanter auprès de ses amis que oh bah son fils il fait ça, c'est trop bien. C'est quelque chose qui grandit en moi. C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas honnêtement parce que j'étais vraiment à presque revendiquer mon manque de spiritualité, d'irrationnel, ce genre de choses. Et le fait de le voir être de plus en plus présent en moi, c'est quelque chose d'assez étonnant mais d'assez agréable. Donc oui, je pense que ça va être sur la durée et que ça va se développer. Cette espèce de jugement-là, moi juste, ça existe quoi. Je peux pas vivre autrement quoi. C'est un peu devenu Dieu dans un sens où je réagis à
à son supposé jugement, qu'il soit positif ou négatif. Et parfois, c'est moi qui l'invoque. Parfois, c'est moi qui le regarde être invoqué sans que je puisse vraiment rien faire. Faire son deuil ne veut donc pas dire oublier ce qui nous manque. Souvent, cela signifie associer leurs souvenirs à la vie plutôt qu'à la mort. C'est aussi les rendre présents par la parole, la spiritualité, ou en préservant les traces qu'ils ou elles ont laissées. C'était Le Deuil, rendre visible ceux qui nous manquent. Un podcast des Invisibles, produit et réalisé par Enora Soriano et Eva Janus. À retrouver sur notre compte Instagram et notre chaîne YouTube.